Je crois qu'il y a du son. Alors, lui a eu plus de chance et il est... bon, on vous a entendu, les gens l'ont applaudi. C'était le policier qu'on va voir passer en voiture. Sad Morrison, qui passe en voiture, qui a eu son congé de l'hôpital, qui avait été blessé par balle, que les gens là-bas applaudissent. L'agent Morrison, qui était donc à l'emploi de la GRC depuis 11 ans, qui a eu son congé de l'hôpital. Malheureusement, Heidi Stevenson, elle est décédée. On vous a montré ses photos. Elle fait partie des gens. Elle, Heidi Stevenson, mère de 2 enfants, 13 ans et 11 ans, 23 ans de service au sein de la GRC. Et voilà, elle est morte à Enfield, abattue par le tireur Gabriel Workman, qui a fait tout ce carnage. Pourquoi? Bien, c'est une question qu'on n'aura peut-être jamais, on n'aura jamais peut-être la réponse. Alors voilà pour les dernières nouvelles de cette tuerie. Sébastien Bovet va suivre dans quelques secondes le point de presse quotidien de M. Legault, où il sera évidemment question, si on revient à l'autre crise, de la situation dans les CHSLD, entre autres. Et où le gouvernement cherche des bras, des renforts pour, en particulier, la région de Montréal, qui est devenue l'épicentre de cette lutte à la COVID-19. Donc, M. Legault multiplie les appels pour que des gens viennent porter main forte aux travailleurs des CHSLD. Voici le message qu'il vient de publier sur Facebook. L'urgence nationale reste dans les résidences pour aînés. On a des milliers de personnes vulnérables qui ont besoin d'aide. Je remercie tous les travailleurs et travailleuses de la santé qui ont accepté de venir en renfort. On va s'en sortir ensemble. Et quand on analyse les données d'hier et de samedi, on voit que pour les hospitalisations, là, il y a une légère baisse, le nombre de cas en hausse aussi qui augmente moins rapidement. Alors, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on souhaite, un certain nombre de jours où il y aura une baisse de l'augmentation, si vous voulez. Alors, à suivre dans les dernières données qu'on nous donnera dans quelques minutes, et dans quelle mesure aussi cette aide des Forces armées, des médecins spécialistes, des autres membres du personnel de la santé ont fait une différence dans les CHSLD. M. Legault disait la semaine dernière, vendredi, on fait ça pour sauver des vies. Alors, ultimement, on souhaite qu'il y ait des vies qui ont été sauvées en fin de semaine. Alors, Dr Arruda également, qui fera le point sur la courbe. On sait qu'on avait dit que c'était le 18, il y a 2 jours. Alors, on laisse la parole à M. Legault, Dr Arruda et Mme Mécan. M. François Legault est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux offrir toutes mes sympathies au nom des Québécois à nos amis de la Nouvelle-Écosse qui ont vécu un drame épouvantable en fin de semaine. Donc, nos pensées sont avec vous, tous les gens de la Nouvelle-Écosse. Je veux commencer par le bilan. On a 62 nouveaux décès, donc pour un total de 939. Donc, je veux offrir mes condoléances à toutes les familles de ces 62 nouvelles victimes. J'ai une pensée spéciale aussi pour tous les proches puis la famille de Victoria Salvan, une préposée aux bénéficiaires qui est décédée probablement qu'elle a attrapé la COVID pendant son emploi, donc en essayant de sauver des gens. Donc, je veux saluer la mémoire de Victoria Salvan. On a maintenant 19 319 cas confirmés. C'est une augmentation de 962.
On a 3 847 personnes qui sont guéries parmi ces 19 000. On a 1 169 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 67. Et on a 198 personnes qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 15. Notre urgence nationale, ça reste la situation dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées, que ce soit des RPA, des ARI, tous les milieux où il y a plusieurs personnes vulnérables. On manque toujours, au moment où je vous parle, plus de 2000 employés dans ces résidences. On a une centaine de médecins qui sont ajoutés pour venir prêter main forte. Évidemment, on a besoin de beaucoup plus que ça. Et j'ai parlé samedi soir au téléphone avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes parce qu'on a besoin de personnes à temps plein. C'est ça qui est important, peut-être de préciser à tous les médecins spécialistes, des gens à temps plein pour éviter qu'il y ait trop de va-et-vient, d'entrée, de sortie dans chacune des résidences. Puis pour aussi que les équipes s'habituent à travailler ensemble jour après jour, qu'on ne change pas de médecins spécialistes à chaque jour. Donc, j'ai convenu avec la ministre de la Santé, mais aussi avec les deux présidents des fédérations de médecins, que pendant les 2 prochaines semaines, on va limiter les activités dans les hôpitaux aux activités qui sont urgentes. D'abord, je veux rassurer tout le monde. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui ont besoin d'un traitement pour le cancer ou pour le cœur qui est urgent vont recevoir le traitement. Donc, ça, c'est très clair. Les urgences vont être faites. Mais tout ce qui est possible de reporter, bien, ça va être reporté parce que l'urgence nationale, c'est d'amener le plus de monde possible, le plus rapidement possible, à temps plein, dans nos résidences pour aînés. Donc, on a actuellement 4000 personnes qui sont atteintes de COVID-19 dans nos résidences. Il faut s'en occuper, puis on manque 2000 personnes pour s'occuper de ces personnes vulnérables. Donc, je redemande aux médecins, en particulier les médecins spécialistes, parce que là, en annulant, reportant toutes les activités, bien, il devrait y avoir de la disponibilité. Il y en a qui vont pouvoir se regrouper puis confier à 1 ou 2 personnes les activités urgentes. Puis ça va libérer les autres pour aller dans les résidences. Mais c'est important qu'on ait plus de médecins qui viennent pour 2 semaines. Là. Quand je dis à temps plein, c'est à temps plein pour 2 semaines, le temps de reprendre le contrôle. Je demande aussi aux médecins, aux infirmières, aux préposés de régions moins touchées, comme ici à Québec, de venir à Montréal pour 2 semaines dans nos résidences. On a besoin de vous autres. Notre réseau est organisé, qu'il y a des CIS, des CIUS pour chaque région, mais là, il faut plus que jamais avoir une collaboration. Dans les autres personnes, à part les médecins spécialistes, bien sûr, s'il y a des médecins de famille qui sont capables de se libérer de tâches moins urgentes, s'il vous plaît, venir dans les résidences. Bon, là, on a jusqu'à présent 65 personnes de l'armée qui sont dans les CHSLD. On est prêt, évidemment, à accueillir les 60 autres là, dès qu'elles seront disponibles. On a commencé à ajouter des étudiants aussi en santé dans nos CHSLD. Puis on a réépluché la liste du site « Je contribue ». D'ailleurs, je veux faire une précision. On s'est rendu compte que dans les 50 000 personnes qui ont donné leur nom, il y en a qui ont donné leur nom 2 fois, 3 fois, 10 fois dans les différentes régions du Québec. Donc,
dans le fond, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont inscrites, il y en a 19 000. Okay? Et donc, il en reste à peu près un 15 000 qu'on est en train d'appeler pour voir leur disponibilité. Mais un peu comme je le disais pour les médecins tantôt, on a besoin des gens à temps plein. On ne veut pas avoir des gens qui viennent une journée ou une demi-journée. Ça nous prend des gens à temps plein pour limiter le nombre de personnes qui rentrent dans les résidences, puis de s'assurer aussi qu'on est capable de faire fonctionner tous ces gens-là ensemble, qui s'habituent à travailler ensemble jour après jour, qu'on ait des équipes donc dans les différentes résidences. Un mot sur le matériel de protection. Bon, je voyais encore en fin de semaine qu'il y a certaines résidences qui disaient qu'il manquait de matériel de protection. Il n'y a pas de raison à ça. On a assez de matériel de protection. On est en train d'ailleurs aussi de commencer à fabriquer des blouses. Même, il y en a qui ont commencé à être livrés. Les masques, bon, vous avez vu l'annonce aujourd'hui avec certaines entreprises. On est en train de s'assurer de commencer à en fabriquer nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de problème à court terme avec le matériel de production, de protection. Là où on a un problème, c'est avec certains médicaments. Les sédatifs, là, partout dans le monde, il y a effectivement une pénurie. Donc, il y a des produits similaires qu'on utilise. On explique aux gens comment utiliser les produits similaires. Maintenant, bon, les syndicats. J'ai bien entendu les commentaires des syndicats en fin de semaine et c'est important, je le répète, là, on aurait dû le faire avant, j'aurais dû le faire avant. Il faut trouver un moyen d'augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires de façon permanente, le plus rapidement possible. Donc, j'ai demandé au président du Conseil du Trésor de convoquer demain les syndicats, donc entre autres la CSN, la FTQ, puis d'essayer ensemble avec les syndicats de régler le plus rapidement possible toute la question des salaires des préposés aux bénéficiaires. Je pense que l'idéal, c'est de le régler avec les syndicats, de le faire rapidement. Maintenant, en fin de semaine, j'ai parlé à beaucoup de monde. Je sais, là, je m'adresse aux Québécois, Québécoises de tous les âges, qu'il y en a qui sont très tannés d'être à la maison, puis je vous comprends. Je sais qu'il y en a aussi qui sont tannés d'entendre parler des personnes âgées ou des aînés. Je sais, moi-même, là, j'ai 62 ans, puis j'aime pas ça. Peut-être être bientôt ou même déjà dans cette catégorie-là. Donc, on va vous appeler les sages, hein, une suggestion du docteur Arruda, les sages ou les moins jeunes. Il fait beau aujourd'hui. Moi, je vous suggère, tout le monde qui est capable de le faire, d'aller dehors aujourd'hui. D'aller dehors, ça fait du bien pour le moral. Puis je comprends, vous ne pouvez pas rester confiné. La seule chose qu'il faut essayer de faire, qu'il faut faire, c'est de rester à 2 mètres des autres personnes. Puis quand vous rentrez, vous vous lavez les mains. Mais toutes les personnes moins jeunes, plus sages, je vous invite à aller dehors. Je sais qu'il y en a, malheureusement, qui ont besoin d'accompagnateurs ou accompagnatrices. On est en train de voir ce qu'on est capable de faire, peut-être avec des masques artisanaux. Mes remerciements du jour, je veux remercier, bon, d'abord tous ceux qui travaillaient déjà dans les résidences pour aînés, qui ont porté à bout de bras ces résidences, les services dans ces résidences au cours du dernier mois. Je veux remercier ceux qui se sont ajoutés au cours des derniers jours. Puis je veux remercier à l'avance tous ceux qui vont s'ajouter dans les prochains jours. C'est notre urgence nationale actuellement. On a des milliers de personnes vulnérables qui sont à risque dans nos résidences pour aînés. Ils ont besoin d'aide,
Ils ont besoin de personnel médical de toutes sortes. On a le devoir d'aller les aider. Puis je veux dire un énorme merci à l'avance à tous ceux qui vont se joindre à cette équipe. Donc, je termine en vous disant, il ne faut pas lâcher. On va s'en sortir ensemble. Merci. Maintenant en anglais. Yes, good afternoon. Bonjour. Avant tout, j'aimerais offrir mes condoléances aux Néo-Écossais et aux Néo-Écossaises pour cette terrible tragédie. Mes pensées vous accompagnent. La semaine dernière, j'ai sonné l'alarme quant à une urgence nationale dans nos résidences pour aînés. Mon objectif, c'est de stabiliser la situation dans chaque résidence touchée. C'est pourquoi j'ai demandé que tous les médecins disponibles puissent travailler à temps plein dans les résidences pour les prochaines 2 semaines. Cela va nous aider à gagner du temps et sauver la vie de nos aînés les plus vulnérables. Finalement, je demande à tous les Québécois de continuer leurs efforts de distanciation sociale et physique. Nous faisons le nécessaire pour sauver des vies. Je vous remercie. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arruda. Monsieur le Premier ministre, vous invitez les gens, le personnel des milieux de santé des régions moins touchées à donner un effort supplémentaire, peut-être pour la région de Montréal, là, qui est plus touchée. Qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là, si jamais ils décident effectivement de répondre à votre appel? Est-ce qu'il y a des lieux où ces gens-là peuvent loger? On dit souvent que le diable est dans les détails. Est-ce que vous avez déjà amorcé une espèce de structure là, pour faire en sorte que ces gens-là puissent être logés, puissent être... Oui, effectivement, on a prévu des hôtels pour les loger. Donc, les gens, par exemple, des médecins, des infirmières de Québec qui viendraient travailler pour 2 semaines à Montréal, on va les loger dans des hôtels. Donc, on est en train de refaire le tour, là, mais oui, on va s'occuper du logement. Et comment ça se fait, M. Legault, que on se rend compte aujourd'hui que notre système de santé est complètement, j'allais dire, désorganisé par ce qui se passe, là, parce qu'on est obligé d'arrêter de donner des soins dans les hôpitaux, prendre le personnel qui, normalement, est des hôpitaux, les envoyer dans les CHSLD, demander aux spécialistes de travailler dans les CHSLD, etc. Comment ça se fait qu'au fil des ans, on n'a pas vu venir quelque chose d'aussi important que ça, à savoir, il suffit qu'il y ait un événement, je comprends qu'il est majeur et c'est du jamais vu, mais tout le système de santé qu'on a monté depuis nombre d'années tombe comme un château de cartes. C'est un peu comme le jeu de Kerplunk, là, où tu montais une structure, puis tu enlevais une tige, puis tout s'effondrait. On a l'impression qu'on est là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas été négligent avec l'administration de notre système de santé? Bon, regardez. D'un côté, on a les résidences pour aînés. De l'autre côté, on a nos hôpitaux. OK? On avait déjà de la difficulté à attirer les gens à venir travailler dans nos résidences. Donc, on avait déjà, malgré les augmentations de budget, là, on n'arrivait pas à combler les postes dans les résidences parce que c'est très dur de travailler dans les résidences. Donc, de là, l'importance d'augmenter les salaires. Maintenant, on a à peu près 6 000 personnes, soit qui sont infectées ou qui ont peur d'être infectées, qui ne travaillent plus dans le réseau. À peu près 2 000 dans les résidences, 4 000 dans les hôpitaux. Pourquoi on est plus capable d'assumer dans les hôpitaux la situation? Parce qu'on a reporté les chirurgies, les activités qui n'étaient pas essentielles. Donc, on a des milliers de médecins spécialistes et les infirmières qui habituellement travaillent avec ces médecins spécialistes qui sont disponibles dans les hôpitaux. On n'a pas cette disponibilité-là dans les CHSLD. Donc, ce qu'on dit, c'est que depuis un mois, on a reporté toutes les chirurgies qui n'étaient pas urgentes dans les hôpitaux. Ça a libéré des lits au cas où on en aurait eu besoin. Bon, on en avait 8 000, on en a besoin juste d'à peu près 1 000.
Donc là, il y a des gens qui sont disponibles, des spécialistes, puis les infirmières qui travaillent avec les spécialistes, qu'on est en train de redéployer dans les CHSLD. Puis pourquoi on n'a pas le même problème dans les hôpitaux? Bien, tout simplement parce qu'on a reporté des activités. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Ensuite, une question d'une collègue. Vous avez fait allusion donc aux besoins en médecins et également au report d'activités urgentes. Mais il y a quand même des regroupements de médecins, notamment l'Association des cardiologues, des pneumologues et des anesthésistes qui tiennent un autre discours qui affirme que les restrictions actuelles mettent en péril la vie des patients. Et certains craignent qu'on sauve des vies pour en sacrifier d'autres. Que leur répondez-vous? Bien, écoutez, je l'ai expliqué, là, puis bon, c'est facile de faire peur aux gens, là, mais ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est urgent, que ce soit les cardiologues ou que ce soit les gens qui s'occupent du cancer, qui s'occupent des maladies graves, ces personnes-là vont continuer de donner les traitements qui sont urgents. Donc, je comprends que ce n'est pas naturel d'aller travailler dans les CHSLD pour ces gens-là, mais c'est là qu'on a besoin d'eux autres. Oui, si vous me permettez, oui. M. le Premier ministre, on a 18 000 lits au Québec, là, en secteur hospitalier. Il y en a à peu près 7 000 qui sont libres actuellement parce qu'on a reporté les chirurgies électives. Donc, il y en a 12 000 qui sont occupés, là, par des patients dont on s'occupe. Alors ça, ce sont toutes les situations urgentes. Il y a les urgences, il y a tout le secteur, comme dit M. le Premier ministre, le secteur de l'oncologie, cancer, le secteur de la cardiologie, et on s'occupe de tout ce qui est urgent et même semi-urgent. Alors, en fait, la situation demeure la même depuis le début, ce qu'on a annoncé de la crise, là. On ne change pas, là. Hein? Ce sont ces activités-là qu'il faut continuer dans le milieu hospitalier. Mais on considère qu'il y a du personnel, des médecins qui sont inactifs ou qui sont libérés parce qu'effectivement, à cause de ces 6 000 lits ou 7 000, parce que ça varie quand même un peu, 7 000 lits qui sont libérés et les chirurgies électives aussi. Mais moi, ce que je veux ajouter, là, par rapport à la question que vous posez, moi, je veux dire à la population, puis surtout aux patients, aux gens qui ont des maladies chroniques, aux gens qui ont un cancer, ou qui ont des problèmes cardiaques, appelez votre médecin, appelez votre spécialiste. Il est là pour vous. Ceux-là ne vont pas s'en venir là, en CHSLD. Là. Il est là pour vous parce que ce qu'on entend, c'est que les gens attendent trop pour appeler, attendent trop, peut-être même pour se rendre à l'urgence s'ils ont des douleurs, potentiellement liées à un AVC, un problème cardiaque. Moi, je dis aux gens, aujourd'hui, oui, on fait une opération dans les CHSLD qui est nécessaire, qui est temporaire, mais ça ne touche pas tout ce qui est urgent, tout ce qui est semi-urgent et qui peut devenir urgent. On a des équipes qui suivent ça de jour en jour, des équipes cliniques. Alors moi, je veux dire à la population, n'hésitez pas, appelez votre médecin, venez à l'urgence, appelez l'ambulance si vous avez besoin. N'hésitez pas. Maintenant, en complémentaire, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais revenir sur votre mea culpa de la semaine dernière. Vous aviez dit alors que vous auriez dû augmenter les salaires des préposés, même sans l'accord des syndicats. Or, la FTQ aujourd'hui rappelle qu'au dépôt des demandes, le 11 décembre dernier, elle avait demandé des hausses plus élevées pour les plus bas salariés, dont les préposés. Alors, pourquoi ça n'a pas été accepté à ce moment-là, cette offre modulée-là? Bien, moi, j'étais content d'entendre les syndicats en fin de semaine dire qu'ils étaient ouverts. Là. Donc, réglons-le à ce moment-là s'il n'y en a pas de problème. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on règle les préposés aux bénéficiaires. Mais j'ai bien entendu certains présidents de syndicats dire « Ouais, mais il faudrait aussi augmenter les autres groupes. » Là, ce qu'on parle, c'est les préposés aux bénéficiaires, d'augmenter de plus les préposés aux bénéficiaires que les autres groupes d'employés. Moi, s'ils sont d'accord, là, parfait, on va régler ça rapidement. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, à la guerre, le nerf, c'est l'information. Est-ce que depuis le début, vous avez été en mesure d'avoir toute l'information que vous auriez dû avoir pour prendre les bonnes décisions? On n'a pas l'impression. Oui. Moi, je pense qu'on a eu toute l'information. Évidemment, on fonctionnait avec des prévisions.
On pensait avoir besoin de 5 000, 7 000, 8 000 lits pour accueillir des gens qui atteignent de la COVID-19 dans les hôpitaux. C'est pas arrivé. Par contre, ce qui est arrivé, et là, on a eu de l'information au fur et à mesure. Rappelez-vous, les premiers moments, je vous ai dit, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est que la COVID-19 rentre dans les résidences personnes âgées. C'est pour ça que j'ai été probablement un des premiers à dire qu'il faut interdire les visites, il faut empêcher la COVID-19 d'entrer dans les résidences. Mais malgré ça, puis on pourra éventuellement regarder pourquoi ça a rentré autant que ça, probablement via les employés qui ne portaient pas toujours le matériel de protection individuelle nécessaire. C'est là qu'il y a eu une surprise importante, c'est de voir qu'il y a 4000 personnes infectées dans nos résidences. Si quelqu'un m'avait dit ça le jour 1, j'aurais dit, ben voyons donc. Docteur Arruda, vous avez fait le SRAS, vous avez fait le H1N1. L'Organisation mondiale de la santé, depuis des années, avise tous les gouvernements qu'il y a un risque de pandémie et de se préparer. On constate que le Canada et le Québec n'étaient pas prêts. Écoutez, je vais je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais juste m'assurer de répondre à une question qui m'a été posée par, je pense, M. Bossé, vendredi dernier, en lien avec combien de patients infectés sont sortis vivants des soins intensifs. Je pense que c'est vous qui m'avez posé la question. C'est 86 % des gens qui sont passés aux soins intensifs qui sont sortis actuellement à peu près en termes d'estimés. Donc, il y a à peu près un taux de mortalité autour de 14-15 % c'est ce qu'on s'attendait quand les gens sont malades et qui sont hospitalisés. Écoutez, c'est toujours une question très importante, ce que vous dites. On avait des réserves pour la pandémie, notamment d'antiviraux, etc. On a eu des masques N95, etc. Il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements et les autorités. Il faut voir que les pandémies, ce genre de pandémie-ci, notamment, a des caractéristiques très particulières en lien avec le fait que les gens sont asymptomatiques avant de donner la chose. C'est toujours facile, a posteriori, de dire qu'on n'est pas prêt. Est-ce que vous pouvez me dire, si on avait su, on aurait eu des réserves de masques, on aurait eu des entreprises au Québec pour être capable d'avoir des masques, on aurait peut-être équipé mieux ou avoir une meilleure structure de gestion dans nos CHSLD? La réponse, en rétrospective, c'est clair que c'est oui. Moi, je pense qu'on travaille, je pense que partout dans le monde, on s'est retrouvé un peu dans la même situation. Peut-être que, par exemple, la Chine, avec ses capacités de produire des masques dans ses propres entreprises, c'est différent de nous. Donc, il y a plein de facteurs, je pense, qui font qu'on pourra regarder pour analyser ce qui en est. Moi, je peux vous dire qu'on fait mieux que ce qu'on a déjà fait antérieurement devant une menace comme celle-ci, qui est beaucoup plus grande que celle du H1N1. Puis je peux juste vous dire aussi que quand on avait fait le H1N1, on s'est fait reprocher qu'on avait trop dépensé, qu'on avait fait faire un vaccin qui n'était pas nécessairement utile, que c'était pas plus grave que d'autres choses, qu'on jetait des antiviraux, puis qu'on allait jeter des masques. Fait, voyez-vous, ces grandes menaces-là nécessitent des investissements qui sont très importants. Et puis, des fois, à court terme, devant ce qui est à faire, l'amélioration des soins, etc., c'est ces choix-là qui sont faits plutôt que de stocker pour une pandémie. Mais on aura probablement, comme il y a eu suite au SRAS, une commission d'enquête, puis des gens vont regarder ça, puis j'ai l'impression que les gouvernements vont être plus sensibles à investir en prévention puis à avoir ces matériels-là pour les prochains cycles. Je tiens à vous dire aussi qu'on va avoir peut-être une crise en lien avec la résistance aux antibiotiques, qui est une autre menace dont on parle depuis une éternité. Des menaces, il va en avoir comme telles, mais c'est des choix qui sont difficiles des fois pour les gouvernements de balancer le moyen, le court et le long terme. Mais je pense qu'on va avoir une bonne oreille en prévention au cours des prochaines semaines et mois comme tel pour un petit peu se redonner un équilibre à l'intérieur de tout ça. Merci pour vos réponses. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Est-ce qu'il est concevable ou envisageable de peut-être déconfiner les sages, les gens de 70 ans et plus qui sont en santé? Est-ce que c'est une possibilité ou c'est pas... Bien, comme je disais tantôt, d'abord, d'aller prendre une marche à 2 mètres des autres personnes, allez-y, s'il vous plaît.
Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec des accompagnateurs qui auraient des masques? Bien, on est en train de regarder ça, mais je comprends très bien là, que ces personnes-là ont hâte d'être déconfinées. Mon autre question, c'est... J'ajouterais aussi, là, il y a comme deux situations complètement différentes, là. Les résidences, personnes âgées qui sont très infectées, puis toutes les autres personnes qui vivent dans leur maison, là, on a beau dire, là, la situation va quand même beaucoup mieux qu'on pensait dans les hôpitaux, beaucoup mieux qu'on pensait dans l'ensemble de la société si on exclut les résidences. Et moi, j'aimerais ajouter par rapport aux résidences, puis à la question de M. Laforêt également, que ce qu'on est en train de faire là, dans les résidences, il y a des choses qui vont rester. Parce que quand on parle d'équipes dédiées, là, la première chose à faire, c'est d'ajouter du personnel. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y en a qui, c'est du personnel temporaire, mais il faut qu'on pense tout de suite à l'ajout permanent de personnel dans les résidences, dans les CHSLD. Alors, ce qu'on est en train de faire, il y a des choses qui vont évidemment être dans une transition, mais il y en a d'autres qui vont continuer. Et ça, je pense que c'est important de le dire, là, qu'on est en train de vivre une situation qui est très difficile, mais on va faire ce qu'il faut pour que, dans le futur, ça ne se reproduise pas, puis qu'on ait les conditions pour protéger là, davantage nos personnes. Je voudrais juste ajouter un élément. C'est excessivement dramatique ce qui se passe dans les CHSLD, puis de voir ces personnes, nos sages, mourir comme ça, c'est très difficile. Mais je veux aussi vous dire que nos experts, puis on discute avec des experts qui font des scénarios justement pour le potentiel déconfinement, mais aussi qui regardent ce qu'on a fait. On a sauvé des dizaines de milliers de vies avec les interventions de distanciation sociale puis de confinement qu'on a faites. Il y en a certains qui estiment entre 40 000 et 60 000 décès qu'on aurait pu avoir si le virus aurait été pénétré dans la population. Il aurait frappé à la fois beaucoup plus de personnes âgées dans les RPA, etc., et probablement aussi plusieurs jeunes qui, malheureusement, c'est plus rare, mais s'il y a beaucoup de virus qui circulent, la probabilité d'avoir des jeunes de 40 ans qui décèdent, comme on a eu cette préposée aux bénéficiaires, augmente de façon significative. Donc, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que tout ce qu'on a fait n'a pas fonctionné. En sous-question. Mon autre question, c'est que le 4 mai, c'est dans 2 semaines. Les écoles et surtout le personnel ont besoin de préparation, savoir s'ils ouvrent ou pas. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu dans votre réflexion là-dessus. Bon, effectivement, on pense qu'on a besoin de 2 semaines de préparation. Puis honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas prêt à annoncer une ouverture des écoles dans 2 semaines. Donc, tirez vos conclusions. On est en train de regarder ce qu'on peut faire dans les services de garde, autant les services de garde, CPE et autres, que les services de garde dans les écoles. Mais ça prend des précautions, ça prend le fameux 2 mètres, ça prend toutes sortes de précautions qu'on discute avec la santé publique. Mais il n'est pas question là, de réouvrir les écoles à court terme. Merci. Prochaine question pour Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Je préférerais que vous tiriez vous-même les conclusions, Monsieur le Premier ministre, au sujet de la réouverture des écoles. Quand vous dites que ça prend 2 semaines de préparation, puis on ne prévoit pas une réouverture, on ne l'annonce pas maintenant, on doit comprendre que c'est reporté au moins d'une semaine, la réouverture des écoles. La journée que je vais vous l'annoncer qu'on réouvre les écoles, ça va être dans 2 semaines minimum. Fait que là, aujourd'hui, je ne vous annonce pas qu'on réouvre les écoles. Mais je ne peux pas vous dire quand on va les réouvrir. Là, on a des discussions, on a des évaluations. L'idée, c'est de dire qu'il faut y aller graduellement, là. Même pour la santé. Là. Parlons pas d'économie, parlons juste pour la santé. Il faut y aller graduellement. Là, on commence par les entreprises. Il ne faudrait pas tout mettre en même temps à l'automne. Ça serait risqué du côté de la santé. Donc, il faut y aller graduellement, autant du côté des entreprises que des services de garde, que des écoles. C'est ça qu'on est en train de faire tranquillement. Là, pour l'instant, on commence avec les entreprises. Maintenant, la semaine dernière, vous nous disiez qu'il manque 1800 personnes dans nos CHSLD. Il y a 1800 personnes absentes pour différentes raisons. Depuis, vous avez demandé l'aide dans une certaine mesure de personnel de l'armée, une 60aine. Vous avez dit, on va refaire un autre tour de roue pour « Je contribue ». Vous videz les hôpitaux,
Là, il y a les fonctionnaires qui sont appelés. Au net, vous dites qu'il manque en ce moment 2000 personnes. Ça ne fonctionne pas, les renforts? Vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Oui. Bien, pour commencer, le 1800, il est rendu à 2100. Là, si on prend juste les absences dans les CHSLD, on a emmené 65 personnes de l'armée canadienne. On a amené une centaine de médecins à temps plein. Quand je dis 2000, là, c'est 2000 à temps plein. C'est comme j'expliquais ça à Diane Franqueur samedi soir, là, peut-être que je n'ai pas été clair, mais c'est 2000 à temps plein, pas 2000 personnes qui viennent une journée par semaine. Là. 2000 à temps plein, donc 5 jours par semaine. Mais pour l'instant, il en manque encore 2000. Malheureusement, on a eu beau revoir, je contribue, les médecins spécialistes, les étudiants, il en manque encore 2000. Mais il y a du potentiel, Monsieur le Premier ministre. Il y a du potentiel. Parce qu'on a quand même 2195 étudiants qui ont donné leur candidature, là. Alors, évidemment, ça veut dire que c'est des gens qui vont venir. C'est des gens qui sont formés en santé, services sociaux. Et on pense en avoir davantage que ça, hein, parce qu'il y a un bassin de 17 000 personnes au sein de ces étudiants. Donc, on va les former, mais on va les former en accéléré, parce que c'est des gens qui ont une bonne base. Et donc, moi, je pense que pour le court terme, avec les médecins puis avec les autres groupes dont on vous parle, on va être capable de répondre puis d'avoir un meilleur contrôle là, sur la situation. Les étudiants, ils vont rester également là, pour l'été et certains d'entre eux de façon pérenne, là, de façon permanente, parce qu'il y a là-dedans des finissants. On s'est entendu avec les autres professionnels là, pour qu'ils soient acceptés, même s'ils n'ont pas fini leur dernier stage. Et ce que je veux dire également pour le futur, ce que j'ajouterais à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sera pas dans la même situation là, dans l'année qui vient qu'on l'était avant la crise. On va avoir du potentiel de main-d'œuvre qu'on n'avait pas avant. Vous vous souvenez qu'on a investi comme gouvernement près de 100 millions dans les CHSLD, puis on n'a pas été capable de recruter tout le monde qu'on voulait recruter. Mais là, dans ce contexte-ci, on va avoir probablement des gens qui vont être intéressés à venir travailler avec nous. Il y a un ensemble de conditions à réunir, mais on a bon espoir qu'on va être capable de recruter et vraiment d'ajouter du personnel comme on a souhaité le faire dans le passé. Docteur Arruda. Rapidement aussi, il faut penser qu'il y a deux ou trois chiffres dans une journée aussi en termes de personnes qu'il faut aussi prendre en considération. Puis les gens doivent prendre des vacances aussi parce qu'ils ne peuvent pas continuer pendant 45 jours sans avoir une journée de vacances ou deux parce que plus on est fatigué, plus on peut faire des erreurs, etc., etc. Fait que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte parce que le problème ne sera pas fini demain matin non plus, là. Il va durer encore quelques semaines et pour ne pas dire mois. Merci. Prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Donc, juste pour être bien certain de comprendre ces chiffres-là, justement, alors on comprend 2100 absences. Là, on soustrait 100 médecins spécialistes, ça donne 2000. On soustrait 65 militaires, donc il manque toujours 1935 personnes environ. Et là, je comprends donc qu'il n'y a pas de gens issus, par exemple, des entreprises d'économie sociale qui ont encore commencé à travailler. Il n'y a pas encore d'étudiants non plus qui ont commencé à travailler. On est toujours à zéro. Et les gens issus là, des régions, d'une région à l'autre, ça, c'est pas dans ce calcul-là non plus. Je vais être sûr d'avoir un bon portrait des chiffres. Les entreprises d'économie sociale, d'ailleurs, moi, je lance un appel parce que ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup. À ce moment-ci, là, d'ailleurs, je remercie ceux qui viennent nous aider, mais c'est une couple de dizaines qu'on a actuellement. Puis nous, on espérait vraiment en avoir au moins 1000, et sinon plus. Alors, ce sont des gens formés. Moi, je lance encore l'appel pour qu'ils viennent nous rejoindre. C'est vraiment des gens qu'on n'a même pas besoin de former parce qu'ils savent vraiment ce qu'il y a à faire là, dans les tâches. J'ai parlé aussi des étudiants. Mes étudiants, on va les former de façon accélérée. Alors, je vous dirais, dans les prochains jours, là, on va les former et ils pourraient rentrer dans les prochains jours pour nous aider. C'est pour ça que les médecins spécialistes, eux, peuvent venir très rapidement. Il y a des omnis également. On a 164 médecins qui sont venus hier nous aider, mais je pense qu'il pourrait en avoir plus. Comme le dit le premier ministre, des gens à temps plein. C'est ça que ça nous prend, des gens à temps plein. Et qui viennent constituer des équipes, un peu comme l'armée a fait. 5 équipes de 13, là, qui sont arrivées dans 5 CHSLD qui ont beaucoup, beaucoup apprécié. C'est ça qu'on organise maintenant. C'est des gens à temps plein. Alors moi, je pense qu'on va pouvoir avoir le nombre suffisant là, pour y arriver à court terme.
OK. Donc, concernant la difficulté à recruter des médecins spécialistes, là, je lisais la note envoyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des dernières heures où on explique, là, je vous cite un extrait, « Les médecins sont invités à contacter le directeur des services professionnels, les chefs de département régional de médecine générale ou le coordonnateur médical à la réaffectation de leur établissement. Des listes locales de réaffectation sont établies pour faciliter le jumelage. Un logiciel interactif a été mis en place. » Plus loin, on parle d'une formation, d'un jumelage. Fin de la citation. Ça semble quand même un processus assez complexe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier un peu ce processus-là, d'une part, et d'autre part, est-ce que cette difficulté à recruter-là s'explique pas en partie par une certaine lourdeur bureaucratique au ministère de la Santé? Je me suis posé toutes ces questions-là par une partie de la fin de semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre réseau est divisé en 6 CIUS. Au Québec, il y a des CIS puis des CIUS. OK? Donc, ça dépend des régions. C'est plus compliqué à Montréal parce qu'il y en a plusieurs, puis il y a des CHU en plus. Donc, ça peut arriver qu'une personne soit disponible, mais qu'il n'y ait pas de besoin dans les CHSLD de son CIS, mais qu'il y en ait des besoins dans le CIS à côté, à Montréal. Donc, c'est pour ça que le système, qu'on le veuille ou non, est un peu plus complexe. Idéalement, on veut d'abord s'assurer que les médecins qui travaillent à l'hôpital dans un territoire, que le CIS prenne ces médecins-là, les envoie dans les CHSLD du même territoire. Ça, c'est le bout facile. Le bout plus difficile, c'est quand on prend, mettons, le CHU Sainte-Justine, bien, qui a besoin que des médecins disponibles. On les envoie dans quel CIS, dans quel CHSLD. C'est là que ça devient complexe, là. Et j'avoue que c'est ça là, qu'il faut continuer à travailler de façon détaillée. En fait, moi, ce que j'ai demandé, là, c'est de dire, on a 2600 résidences, là. Quels sont les besoins dans chacune des 2600 résidences? Puis là, prenons les médecins spécialistes, puis essayons de les envoyer dans ces 2600 résidences, peu importe le territoire. Oui, ça a l'air complexe, hein? Mais c'est connu. Hein? C'est connu des médecins, ces instances. Hein? Le médecin spécialiste, son directeur des services professionnels, c'est connu. Il y a déjà des listes. D'ailleurs, il y a une instance de réaffectation. C'est des mécanismes qui sont déjà en place depuis le début de la pandémie. Les médecins omnipraticiens, le chef du département régional de médecine générale, connu. Alors, ça devrait se faire de façon quand même très souple. Et je dois dire que, oui, les régions les plus affectées, on les connaît. C'est Montréal, Laval, la Montérégie. Et il y a des expériences, plus que ça, de l'aide là, qui vient de nos CHU, entre autres. Par exemple, McGill, qui aide actuellement des CHSLD avec le centre-ouest de Montréal, qui a plusieurs CHSLD. Donc, il a envoyé des médecins. Sainte-Justine aussi, qui aide là, des CHSLD. Il y a plusieurs médecins qui sont partis de Sainte-Justine pour aider. Alors, je pense que demain, après-demain, on va avoir davantage de médecins, encore une fois, j'espère, à temps plein. Merci. Maintenant, au tour de Marie-Michel Sioui, du journal Le Devoir. Bonjour, bon lundi à vous trois. Monsieur Legault, le comité d'experts sur la gestion de crise dans les CHSLD que vous avez formé vous reproche de faire fi de ces recommandations en demandant aux médecins spécialistes d'aller prêter main forte dans les ressources pour aînés, personnes vulnérables. Vous reformulez cet appel-là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire pour regagner la confiance des membres de ce comité-là, puis pour leur prouver qu'ils ne font pas seulement partie d'un exercice de relations publiques? Et puis, je cite un des membres du comité. Oui. Bien, j'aimerais que le comité d'experts me suggère d'autres solutions. Moi, là, je suis un gars de résultats. Je suis un gars pragmatique. Je veux bien que certains experts nous disent c'est pas idéal d'envoyer des médecins spécialistes dans des CHSLD. On est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils proposent en échange? Parce qu'on est tous d'accord que c'est pas l'idéal pour répondre aux besoins dans les CHSLD d'envoyer des médecins spécialistes dans les CHSLD. Mais à partir du moment où on n'a pas, pour l'instant, beaucoup d'autres mondes, pour ne pas dire pas d'autres mondes, bien, qui il nous propose d'envoyer dans les CHSLD? Et
Ce que j'ajouterais aussi en complément, c'est que nous allons avoir davantage de liens avec ce comité. D'ailleurs, dès demain, Mme Blais et moi-même, on a une discussion, un échange avec Dr Nguyen, qui est le président du comité d'experts. C'est vraiment dans ce sens-là qu'ils peuvent, comme on l'a dit lors du lancement du groupe d'experts, ils peuvent vraiment nous donner des recommandations. On va être très attentifs, on l'a été dès le départ, mais on est dans l'urgence. On est dans l'urgence et il faut vraiment résoudre des problèmes à très, très court terme. Donc, on est à l'écoute de ce qu'ils vont nous dire pour la suite des choses et ils vont nous faire des recommandations. Après, Ottawa, Montréal recommande aussi le port du masque. La directrice, Dr Drouin, si je ne me trompe pas, s'est même présentée avec un masque à sa conférence de presse jeudi dernier. Monsieur Legault, vous venez d'aborder la question des masques artisanaux. Vous laissez entendre que les garderies vont ouvrir bientôt, avant les écoles. Dans le contexte, est-ce que vous êtes encore à l'aise avec la position des équipes du Dr Arruda qui ne recommandent pas pour l'instant le port du masque? D'abord, répétons ce que dit le Dr Arruda depuis le début. Il ne faut pas avoir un faux sentiment de sécurité avec un masque. C'est très important de garder la distance de 2 mètres puis se laver les mains avec du savon régulièrement. Ça, c'est ce que M. Arruda n'a jamais dit qu'il était contre les masques. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut tenir compte, c'est que pour l'instant, les masques, on en a besoin pour le personnel médical. Tant qu'on n'aura pas réussi, là, on y travaille très, très fort à fabriquer des masques pour l'ensemble de la population, on peut bien en discuter longtemps, mais si ces masques-là n'existent pas, ne sont pas disponibles, c'est difficile un peu de conseiller de les porter à la population en général. Bon, j'ai fait allusion tantôt aux masques artisanaux. Est-ce que les masques artisanaux peuvent être d'une certaine utilité? Oui, mais ce n'est pas idéal encore là. Donc, ça fait partie des discussions qu'on a ensemble pour, entre autres, effectivement, la réouverture des services de garde, des écoles. Est-ce que ça pourrait faire partie de la solution? Peut-être, peut-être. Mais on est dans les discussions actuellement. Puis si vous me permettez, M. le Premier ministre, écoutez, les gens ont l'impression que je suis contre les masques, là, puis je voudrais bien être au clair là-dessus. Là, j'ai jamais été contre les masques. Je veux juste que les gens sachent qu'est-ce que ça apporte, le masque, puis pourquoi c'est utilisé, puis comment ça doit être utilisé. Les équipes actuellement sont en train de regarder ça. Et il y a une littérature qui commence à démontrer que peut-être le port du masque pourrait être un élément contributif à une diminution des épidémies. Mais il faut le faire adéquatement. C'est ça que je tiens à vous dire dans les faits. La personne qui va porter un masque artisanal, il y a toutes sortes de gens qui disent on peut prendre un T-shirt, puis un T-shirt, là, ça peut être très mince, puis en termes de protection, c'est pas très élevé. Mais on est en train de regarder ça. Au cours de la semaine, on va avoir une position nouvelle par rapport à ça, pour que les gens puissent fabriquer des masques avec certaines conditions là, qui vont être adéquates. Mais je tiens à vous dire que si on voit, comme on voit aux États-Unis, ici, là, les gens, quand ils attendent pour aller à l'épicerie, ils sont à 2 mètres les uns des autres, ils n'ont pas de masque. Mais si maintenant, les gens vont se mettre à porter des masques, puis ils vont se mettre un à queue leu-leu derrière les autres, à un pied, comme on voit ailleurs, bien, vous venez de voir que le masque qui donne cette impression de ham Superman, je suis protégé, je me lave plus les mains, puis etc., ça devient plutôt dangereux. Mais si les gens, pour protéger les autres, ou peut-être pour éviter qu'ils contaminent les autres parce qu'ils sont asymptomatiques avant qu'ils le fassent, portent un masque de façon adéquate, puis font les autres consignes, ça va être adéquat. On va même probablement faire des vidéos pour expliquer aux gens comment le mettre, comment l'enlever, puis etc. Parce que le même en milieu de soins, les gens peuvent se tromper. Fait que je suis pas contre les masques. Je ne pourrais pas que les gens... puis je vais vous dire que porter un masque toute la journée, là, en même en tissu, vous allez voir que vous allez être essoufflé quand vous allez monter ou descendre des escaliers. Mais si le masque fait que les gens se rapprochent en pensant qu'ils sont protégés puis qu'ils se mettent des gants, puis que là, ils peuvent toucher à tout, je m'excuse, là, on est véritablement en problème. Et tous reconnaissent encore que l'efficacité de ça n'est pas garantie. Ça peut même être nuisible. Mais si on le fait bien, on va le faire. Puis moi, je ne commencerai pas à dire à quelqu'un « Hey, tu portes un masque, c'est pas adéquat. » Fait que il faudrait vraiment corriger là, la perception qu'on a toujours dit non. Puis premièrement aussi, autre élément, c'est que comme je vous le dis, on n'en a pas pour tout le monde. Fait qu'on va les utiliser pour ceux qui en ont véritablement besoin. Mais par contre, là, des masques, on va pouvoir en faire, puis on va vous donner même, entre guillemets,
les meilleurs tissus ou les meilleurs éléments pour pouvoir vous en fabriquer vous-même. Merci. On complète nos questions en français avec Geneviève Lajoie du Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez annoncé des mesures importantes pour freiner la propagation du coronavirus dans les CHSLD, qu'on pense à l'inspection de toutes les résidences pour aînés, mais qui n'a finalement pas été fait partout. Vous avez appelé des renforts pour aider dans les CHSLD, puis il y en a qui attendent encore d'être déployés. Quel constat faites-vous de la lourdeur de la machine, de la structure que vous avez devant vous pour répondre à la crise actuelle? Moi, je pense pas que le problème important, c'est la lourdeur de la machine. Je pense que le problème principal, c'est qu'il nous manque de bras dans les CHSLD. Et oui, c'est difficile d'amener des personnes dans des résidences où la situation est très difficile. Quand on dit qu'il y a 4000 personnes qui sont contaminées, là, qui sont infectées à la COVID-19, je peux très bien comprendre que humainement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le goût d'aller travailler dans les résidences. Mais le problème, il est là. Est-ce qu'on aurait dû prévoir à l'avance cette pénurie-là de personnel suite à la COVID-19 dans les CHSLD? Peut-être. Mais pour moi, le principal problème, là, c'est de trouver des bras, de trouver des gens qui ont des qualifications, qui ont des connaissances médicales, qui savent comment porter un masque, qui savent que les gants, quand on passe d'un patient à l'autre, il faut les changer, etc., etc. C'est là qu'il nous manque de monde. C'est là qu'il nous manque de monde. Là. Donc, à un moment donné, on a beau avoir zéro bureaucratie. Si on ne les a pas, les 2000 personnes pour aller travailler dans les CHSLD, on ne peut pas les inventer. Puis il faut aussi dire que les CIS et les CIUS, puis je pense particulièrement dans la grande région de Montréal, mais ailleurs au Québec aussi, ils doivent maintenant s'occuper des situations qui se produisent dans les résidences pour personnes autonomes, là, les RPA. Et on entend beaucoup des CIS, des CIUS qui viennent aider les RPA parce qu'il y a un bris de personnel. Il est arrivé une situation où il y a eu des cas et le personnel a dû quitter. Et ça se passe à travers le Québec, mais particulièrement dans la grande région de Montréal. C'est pas... ça arrive quand même assez régulièrement dans les derniers jours où c'est le CIS, le CIUS qui envoie son personnel pour supporter la résidence personnes âgées. On a vu aussi des CHSLD privés qu'on a aidés beaucoup. Alors, il y en a 1700 RPA au Québec. Donc, c'est un énorme travail qui est fait actuellement à différents niveaux par les CIS et les CIUS du Québec. Et il y a aussi les ressources intermédiaires. Je vais me permettre d'ajouter un élément, puis on pourra faire les constats et les analyses dans le temps, en rétrospective. Je suis sûr qu'il va y avoir des commissions. Juste pour vous dire que l'agilité du réseau, là, vous ne pouvez pas vous imaginer à quelle vitesse ça fonctionne. Je pense que les gens ne réalisent pas tout le travail qui est fait, des gens qui travaillent jour et nuit, ne serait-ce que pour aller chercher du matériel d'équipement EPI dans un contexte de pénurie internationale. Les lois de mesures d'urgence, si vous savez, on a enlevé toutes sortes de processus administratifs qui sont habituellement nécessaires quand on signe des contrats, quand on avance. On a développé des logiciels d'enquête en dedans de 3-4 jours, alors qu'habituellement, ça prend des processus qui prennent quasiment 1 an. Fait que quand on parle d'un réseau complexe comme le nôtre, puis d'agilité, là, je peux vous dire, moi, j'ai rarement vu le système aussi agile qu'ici. Et donc, je pense que quelque part, c'est facile, mais et c'est une épidémie très dynamique dont le portrait change actuellement. Il y a des chercheurs qui regardent tout ça en même temps, en temps réel. On est véritablement en action-réaction, action-réaction. Je l'ai mentionné de façon claire là, pour que les gens comprennent le travail qui se fait en dessous de l'eau. Rapidement.